Bonjour, couturier, créateur de mode. J'habille les plus belles femmes du monde, des personnalités, les corps de rêve. J'étais mannequin, j'ai défilé pour les plus grands créateurs de ce monde. Je veux parler la langue des robes. Le fil, les fils, les aiguilles, les machines à coudre, tous les travaux qui sont faits minutieusement à la main. C'est toute une histoire et des histoires à raconter aussi. Danseur, avec certains grands danseurs de ce monde, comme Patrick Dupont. Moi, je préfère ne pas toujours forcer les choses. Je suis quelqu'un qui s'écoute et qui laisse les choses venir d'elles-mêmes. Je ne cours pas derrière les choses. Je prends le temps que ça prend parce que la vie, c'est le temps. Et le temps, c'est un vrai médicament. Bonjour Imana ici. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts, un Paris des Arts spécialement consacré aux artistes africains dont vous êtes un éminent ambassadeur. On va revenir dans cette émission sur votre carrière qui vous a conduit au firmament de la haute couture. Mais avant, puisque nous sommes ici au musée Mayol, on va s'intéresser à la rétrospective consacrée à Chéri Samba. Ça vous tente? Super. Alors on y va puisque je crois que la commissaire de l'exposition nous attend. La puissance évocatrice de Chéri Samba l'a fait entrer au Centre Pompidou ou au célèbre MoMA de New York. Le voici de retour à Paris, au musée Mayol, pour une grande rétrospective avec ses chroniques picturales de la vie quotidienne congolaise. La vraie fausse naïveté de ce virtuose de la chromatique révèle une satire sociale parfois impitoyable. Bonjour Elisabeth, on est ravis d'être là. Dans tous ces tableaux, Chéri Samba se met en scène. On peut dire que son œuvre est un immense autoportrait. Qu'est-ce qu'on raconte quand on se dessine soi-même? Eh bien, en fait, il ne parle pas nécessairement de lui. Au fil du temps, il a décidé de se représenter lui-même pour mieux dire que c'est lui qui parle et qui transmet ses messages. Mais ça ne vient pas d'une obsession de sa figure au départ. Ouais, c'est pas une démarche narcissique, vous voulez dire? Non, ça fait partie du procédé pictural. Chéri Samba, il a commencé par dessiner sur le sable, puis dessiner sur des pancartes publicitaires à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez retracer un petit peu ses débuts? Il avait un don pour le dessin à l'école, il passionnait de bande dessinée et il réalisait des copies de bande dessinée d'un magazine célèbre qui s'appelait Jeune pour Jeunes. Il avait beaucoup de succès à l'école, il revendait ses bandes dessinées et à 16 ans, il quitte l'école, décidé à faire sa vie à Kinshasa. Et au début, il gagne sa vie en tant que peintre d'enseigne, effectivement. Et assez vite, il va ouvrir son atelier en 1975 sur une rue très fréquentée de Kinshasa. Toi aussi? À l'école, on t'a sollicité pour reproduire des manuels? Ce que moi j'ai fait, j'ai commencé par faire plein de dessins sur le sol. Comme je n'avais pas les moyens de m'acheter des papiers ou des crayons ou quoi que ce soit, je prenais les bâtonnets. Et j'ai tracé des trucs sur le sol, ou les scènes quotidiennes, les cortèges de mariage qui passaient le samedi, les femmes très bien vécues, ou les enfants, tout un tas de trucs, ou parfois des animaux même. J'ai dessiné beaucoup sur le sol avant d'entamer sur du bout de papier. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. En plus, c'est des très très grands formats. Ah, c'est immense! Quelles sont les grandes causes qu'il a envie de défendre? Il défend l'Afrique, il défend le Congo et l'Afrique. Ce tableau s'appelle Le Petit Kadogo, qui veut dire enfant soldat en swahili. Et la question des enfants soldats est une question très grave au Congo et dans d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs, qui n'a pas cessé. Ce tableau date de 2004 et malheureusement, c'est un problème qui continue parce que les groupes armés recrutent souvent des enfants. Quel
l'avenir pour notre art dans un monde où les artistes vivants sont pour la plupart opprimés? Dans ce triptyque, parce que c'est en fait 3 tableaux, Chéri Samba questionne l'arrivée tardive de l'art africain contemporain dans les musées. Et il questionne aussi, de façon provocante, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'Africains dans les musées occidentaux? Est-ce que les musées seraient racistes? C'est une provocation. Il ne les traite pas de racisme, mais il évoque quand même le sujet. Concernant les musées, il faut que l'Afrique s'y mette aussi à créer des musées. Il ne faut pas toujours attendre que c'est les autres qui viennent mettre les artistes du continent africain en valeur, parce qu'il y a énormément de talents. Mais comment ces talents-là, si on ne les croit pas, si on ne sait pas les mettre en valeur, si on ne les achète pas, si on n'apprécie pas, il y a un souci quelque part. Donc, il faut rééduquer les gens, il faut revoir certaines choses. Là où j'ai opéré la magie. Iman, merci de nous accueillir dans votre atelier au milieu de quelques-unes de ces créations que nous avons pu voir sur les podiums de la Fashion Week. Quel était le thème et le nom de la collection cette année? Ça s'appelle Abombe Sandaïe. C'est-à-dire C'est-à-dire la belle étoffe. Les gens ne le savent pas assez, mais vous êtes un pionnier, le premier styliste de l'Afrique subsaharienne à avoir intégré le club très fermé de la haute couture parisienne. Qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que c'est la fierté. La fierté d'avoir accédé à cette grande messe du luxe du mondial, si je peux me permettre de le dire. Je le vis assez bien, mais j'avoue que ce n'est pas évident de danser dans la même cour que toutes ces grosses maisons de luxe. Vous avez toujours dit que c'était très difficile, que vous aviez dû vous battre pour être là où vous êtes aujourd'hui, que ça avait été un chemin difficile. Je sors de très loin, comme on dit. Ouais. Je sors de loin. Peut-être que les gens vont voir qu'au moment que ça brille, mais ce n'est pas tombé du ciel. J'ai été cohérent et persévérant et endurant. Parce que vous êtes pionnier, est-ce que vous avez cette ambition d'ouvrir une voie pour le luxe africain? Bien sûr, je pense que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, les Africains ils ont toujours consommé le luxe des autres. Il est temps que l'Afrique puisse concevoir, monter sur leur propre plateforme de luxe et de comprendre comment ça fonctionne pour aller se mélanger à leurs amis du monde. C'est important pour tous les peuples. Oui, alors vous allez même au-delà, je vous ai déjà entendu dire que consommer le luxe africain pour les Africains, c'est une question de dignité. Bien sûr, il faut être la dignité, la fierté de son identité. Ça veut dire pas qu'on va se mettre dans les cases ou dans les étiquettes bizarres. Non, c'est juste... je crois que chaque peuple a besoin d'avoir sa culture, de mettre sa culture en valeur, de le promouvoir, de le montrer au monde. Et là, on va aussi avoir les amis de l'Afrique qui vont adhérer, les amis de la France qui vont adhérer à la culture française. Moi, j'adore la culture française. Je crois que chaque peuple, chaque pays ou chaque continent a besoin de ça. Le luxe, pour vous, je le sais, passe forcément par l'excellence des matières. Et vous êtes un grand défenseur des savoir-faire parfois méconnus. De quelle manière? Je pense que c'est important de promouvoir tous ces tissus que le monde connaît mal. Comme le baume qui vient du Cameroun, c'est l'écorce d'arbre tapée à l'ancienne, que j'ai fait des fleurs. Ouais. J'ai fait les formes, j'ai les colore moi-même, et puis on va les broder sur les robes du soir. Il y a aussi les raffias c'est une matière très brute qu'il faut travailler de manière assez élégante, trouver des idées, le colorer, le peigner, le couper, donner des volumes et tout, et puis border des robes avec, ou même faire des tissages, ou même des crochets. Il y a tout un tas de trucs. Et il y a tous ces tissus traditionnels aussi, qui sont tissés à la main, comme à l'ancienne époque.
Dans votre arbre de famille, juste au-dessus de vous, il y a votre père qui était boxeur, il y a votre maman qui, elle, était Miss Cameroun juste après l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils vous ont légué, vos parents? La beauté, l'esthétique, la danse, le côté mode, ça me vient un peu de ma maman parce que elle est très élégante. Et à vos côtés, il y a vos frères. Vos frères, ce sont eux qui, pour la première fois, vous ont fait danser avant que vous intégriez le Ballet national du Cameroun, puis la troupe de Patrick Dupont. C'est quand même incroyable, ce parcours de danseur. Ça a été la première discipline de vie pour vous, la danse? La danse, oui. C'est mon grand frère qui était chorégraphe, le tout premier, qui a mis les danses traditionnelles camerounaises en valeur. Ouais. Comme ça ne se faisait pas avant. Donc, il s'appelle Aïs Leduc, qui est devenu très populaire au Cameroun, même dans certains pays en Afrique. Après, il y a eu ma sœur Chantal Aïssi, qui est chanteuse et danseuse aussi. Et puis la mode vous a rattrapé d'abord en tant que mannequin. Vous avez défilé pour les plus grands créateurs, Yves Saint Laurent, Dior, Lanvin, Valentino, Givenchy. Là, vous observez beaucoup, vous apprenez. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous puisez aussi l'inspiration pour vos propres créations, pour les premières créations? Oui, comme je les appelle toujours, c'est des grands seigneurs de la mode. Et quand on arrive à Paris, on croit qu'on est arrivé, alors que non, il faut tout commencer à zéro. Pour faire mes premiers books, je faisais des heures de ménage et tout. J'ai fini par faire mes premières photos, aller voir les agences. Les agences ne voulaient pas de moi, mais c'est par le biais de quelques amis qui étaient mannequins, qui m'amenaient au bain-douche à l'époque. Je me souviens qu'au bain-douche, j'ai vu Paco Rabanne, j'ai vu Grace Jones, j'ai vu Azedine Alaya, j'ai vu plein de gens. Je ne croyais pas de mes yeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces magnifiques tissus que vous travaillez, que vous aimez confectionner? Vous voulez voir ça? Mais je veux voir ça absolument. Ah oui. Alors ça, je suis en train de le monter. Ah d'accord, ok. C'est quel tissu, ça? Alors, c'est le kente qui vient du Ghana. C'est beau. C'est un tissu traditionnel du Ghana qui est magnifique. Tout est tissé à la main. Et quand ça arrive à Paris, ça arrive des bandes, les rouleaux des bandes. Donc, je les monte, je les place et je les monte toutes... pièce par pièce, c'est comme un patchwork. Exactement. Et là, c'est Burkina Faso, et ça s'appelle le Faso d'Anfani. D'accord. Donc, c'est un tissage à la main aussi, ça arrive aussi par bande, mais les bandes un peu plus larges que le kente du Ghana. Et là, on a du raffia. Ah, le fameux raffia. Le raffia. Quand ça arrive, c'est rustique et de couleur ivoire. Et on les teint, on les lisse, on les peigne, on les donne leur aisance pour avoir la souplesse et le glamour. Ça fait le bruit, ça chante. Ah oui, magnifique. Avec quelques Jarovski. C'est très 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 beau, belle robe de soirée. Magnifique. Le goût est beau. On part à présent à la rencontre de l'artiste sélectionné pour représenter le pavillon sénégalais à la Biennale de Venise. Avant de s'envoler pour l'Italie, le peintre Alioune Diagne dévoile à Paris une sélection de 8 tableaux sur le thème de la migration clandestine en mer. L'événement a lieu dans l'une des plus prestigieuses galeries de la capitale. Bonjour Alioune. Bonjour Valérie. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Alors quand on est exposé chez Templon, c'est qu'on n'en est pas à son premier coup de pinceau. C'est une consécration juste avant cette Biennale de Venise. Ça vous fait quoi d'être exposé à Paris? C'est un honneur et c'est une fierté. Vraiment, je suis très content de faire cette exposition. Il y a énormément de choses à dire sur ta peinture. Avant de nous intéresser à la forme, on parle du fond. Il y a une démarche presque journalistique avant la démarche artistique. Pour cette série notamment, tu as arpenté les côtes sénégalaises pour nous livrer le récit de ces migrants. Exactement, parce qu'en fait, j'avais une exposition en Rouen, donc il fallait que je fasse un voyage à Saint-Louis. Donc à Saint-Louis où j'ai rencontré les pêcheurs, donc ces pêcheurs-là qui m'ont parlé de leurs problèmes, de leurs soucis. Ils m'ont dit pourquoi ils ont du mal à pêcher, ils m'ont dit aussi pourquoi ils organisent ces voyages clandestins aussi pour les jeunes Sénégalais qui veulent partir en Europe. Votre technique à Lyon, elle est très personnelle. Évidemment, ces images, elles sont figuratives, mais pour les créer, vous utilisez des signes abstraits. Parlez-moi de ces signes. Est-ce qu'il s'agit d'un alphabet? Alors, ces signes, en fait, ce sont des signes inconscients. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je les fais de façon très spontanée. J'ai le pinceau. Dès que j'ai le pinceau,
j'utilise la peinture pour sortir ces signes-là. Donc ces signes sont faits de façon très très mécanique et pas très réfléchie. Ce qui fait que ces signes n'ont pas de signification en fait. Chaque personne les interprète comme ils le veulent selon sa propre perception. Donc c'est comme ça que les signes apparaissent. Et c'est pas un peu emprunté à la calligraphie? Inspiré de la calligraphie aussi, parce que mon grand-père paternel était maître coranique et quand il était décédé en 2013, je me suis mis à écrire sans faire exprès sur mes tableaux. Donc, je me suis inspiré de ça pour créer ce style. Donc, comme je ne sais pas écrire l'arabe, donc du coup, j'ai créé ma propre écriture. Et de fur et à mesure qu'on recule, en fait, ces signes se regroupent et donnent une image figurative. C'est la fin de la journée, c'est aussi la fin de cette émission, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts. À bientôt.